Notre héros arrive un peu par hasard dans un nouveau territoire constitué de rails avec une langue propre, ses propres lois et tout ça pour rentrer, pour devenir conducteur de train. Il n'est pas du tout ferrovipate. Des trains, il n'a qu'une idée assez vague. Pour lui, c'est un transport qui l'emmène d'un point A à un point B. Et il se retrouve à traverser un parcours semé d'embûches et jusqu'au moment où il obtient le Graal, où il devient mécano, car il apprend au cours de ces péripéties qu'on ne dit pas conducteur de train, mais mécano. Et, et voilà, il en est qu'à ses débuts, qu'au début de ses aventures, en devenant, en occupant son poste. Je pense que depuis le début, il y avait la volonté d'écrire dessus, mais il manquait la forme. J'avais aucune idée de la manière pour relater. Et je voulais pas que ce soit non plus uniquement un témoignage, car des témoignages, il y en a déjà beaucoup. Il y en a aussi quand il y a des mouvements sociaux, tout simplement. Et il a fallu du coup du temps, beaucoup de maturation. Ensuite, il y a aussi l'aspect où on n'a pas trop envie de vivre une seconde fois, ce qui accapare notre temps. Et contrairement à Casanova, dans Histoire de ma vie, qui prenait du plaisir par l'écriture à vivre une seconde fois ses aventures diverses et variées, je voyais pas, je trouvais antinomique de faire de même avec ce qui me forçait, ce qui coupait mes rêves à travers des réveils artificiels et autres. Maintenant, la forme, il y a eu ce déclic de transformer ça au fil de l'écriture en épopée, et c'est ça qui a rendu possible. Mais bon, je pense que des fois les idées viennent aussi en écrivant, tout simplement. Et il était temps de faire quelque chose dessus, voilà, et de le transformer en aventure, en fait de réaliser surtout que c'était une aventure que d'aller au travail chaque jour. Alors c'est 3 ans d'écriture, et ces 3 ans d'écriture qui, je pense qu'il y a eu plusieurs méthodes d'utiliser. Il y avait, bien sûr, il y avait quelques notes. Bon, il y a aussi le travail de la mémoire, et puis tout simplement toute cette oralité qui existe dans le monde ferroviaire, mais dans le monde du travail en général, qui mérite d'être parfois écrite. Alors je ne sais pas si j'ai été capable de retranscrire de manière fidèle, mais il y a tant d'histoires que l'on se raconte, il y a tant d'actes héroïques qui nous semblent bénins, et qui, une fois qu'on se pose devant son écran avec son clavier, deviennent aussi impressionnantes que Parsifal avec sa quête du Graal. Je me répète sur le Graal. Mais du coup, par contre, c'est en écrivant progressivement que cette image m'est venue, et que j'ai réalisé que c'était une véritable épopée. Au départ, je suis tombé dans la littérature bien après le cinéma et la musique. Et du coup, d'ailleurs, au départ, mon rêve, c'était de faire des films. Et je pense que indirectement, ça a influé sur l'écriture. Je pense que c'est bien qu'on mette en scène, que ce soit très imagé et qu'il y ait du rythme. Et pour trouver ce rythme propre au travail, mais plus particulièrement au fait de conduire un train, la prose ne suffisait pas. Mais il a fallu du temps pour que je trouve le vers blanc, et que je donne une certaine logique à ce rythme. Mais du coup, ça joue entre toutes les fluctuations de la ligne,
les passages à niveau, les tunnels, les courbes, les arrêts en gare, les décélérations et autres. Et en même temps, en parallèle avec les émotions du narrateur. Et du coup, on peut tout aussi bien retrouver du vert blanc pour tel motif comme pour tel autre. J'avais pas envie d'une logique implacable, binaire, parce que bon, le monde n'est pas binaire. Du coup, c'était malhonnête que de faire une structure binaire avec une logique binaire. Derrière tout ça, il y a 18 ans d'immersion, de conduite. Et en 18 ans, on en cumule des récits, des histoires. En plus, entre le début de l'écriture et le moment où on peut plus revenir dessus, où l'éditeur dit stop, ça part à la pression, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Du coup, encore 3 ans d'événements. Il y a donc eu des récits qui sont arrivés. Alors, il y a ceux qui étaient, archivés, et ceux qui ont été vécus en live. Et il a fallu structurer tout ça. Sur les parties, il y a 3 parties qui me semblaient importantes, mais la première, celle de l'apprentissage, la seconde, celle de l'expérience et aussi des premiers émois, de ce qui aboutit à une forme de lutte. Et en fait, beaucoup de livres se terminent ainsi. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, avec soit ça y est, j'ai construit mon expérience et je termine sur une victoire, une désillusion, ou je ne sais quoi. Mais je trouvais que la troisième partie justement était importante, c'est que en fait il n'y a jamais de point final à un récit. Et la troisième était en fait une forme de continuité, parce qu'en fait les problèmes ne sont pas forcément résolus à la fin d'un livre, mais en même temps de tout ce que le narrateur a engendré à la seconde partie, et ben il le met en application à la troisième d'une certaine manière. Au travail, on a des termes qui ont une signification propre, qui est purement technique, purement pratique. Bon, il y a aussi tout le vocabulaire du management, c'est une autre histoire, mais qui au contraire consiste à dénaturer le sens initial du mot. J'ai voulu jouer de ça, j'ai voulu du coup donner d'autres sens, pouvoir leur donner des émotions, des sentiments d'une certaine manière, en tout cas en faire un usage libre, et en fait donner accès à ce vocabulaire à tout lecteur, qu'il soit du chemin de fer ou pas, parfois qu'ils comprennent même le sens premier, mais qu'ils devinent surtout, et puis même si il saisit pas forcément toute la portée du terme, qu'il passe outre, ça lui est égal, il est dans le fil du récit, il reste dans le train, cramponné à la locomotive, et il continue à avancer dans la narration. C'est ça qui importait. Après, j'ai voulu un peu jouer de tout ça, tout simplement. Et les rêves, ils étaient importants parce que c'était une manière de montrer que, en fait, on ne se contente pas d'être au travail à des horaires précis. Le travail s'immisce dans la vie, dans la sphère privée, et même dans la sphère inconsciente, qu'on le veuille ou non. Et souvent, on va retenir les rêves qui nous marquent le plus. Ce sont ceux ce sont les cauchemars. Ce sont ceux où on panique d'avoir fait une erreur. C'est vrai que c'est un point commun avec le narrateur. Moi aussi, j'étais projectionniste. Mais il y a de nombreux points où je suis en désaccord total avec le narrateur. D'ailleurs, on s'est longtemps disputé. Au cours de mon enfance, j'ai aucun souvenir d'avoir été sur un pont en train de saluer les trains. Et il n'y avait aucun signe avant-coureur de ferrovipathie. Et je pense que c'était important pour faire ce récit, en tout cas pour moi, de ne pas être passionné par les trains, d'avoir un regard d'observateur, mais de quelqu'un qui découvre en même temps que le lecteur, et sans avoir les yeux éblouis, émerveillés.
Mais du coup, c'était pas mon rêve de conduire des trains enfants. Et d'ailleurs, j'ai plus aucun souvenir de mes rêves véritables. Je sais que j'avais tendance à recopier ce que j'aimais faire, ce que j'aimais lire ou découvrir. J'ai aimé la bande dessinée longtemps, du coup j'essayais de faire des planches. Alors je m'appliquais surtout à faire des cases, puis après je savais pas dessiner. Pareil pour les films, je me suis enthousiasmé. D'ailleurs avant d'essayer d'écrire des romans ou je ne sais quoi, j'ai tenté les scénarios. Et du coup j'avais adoré deux films, Usual Suspects et Dernières heures à Denver. Du coup je calquais mon scénario sur des intrigues similaires et ainsi de suite. Donc par contre le train prenait tellement de place dans ma vie qu'il était hors de question de transformer ça en roman. Surtout que ce qui me plaisait, c'était ce qui sort de l'ordinaire, les aventures, les épopées, les mauvaises langues diront tout ce qui est grandiloquent. Et pour le coup, au départ, c'était pas très visible l'idée de grandiloquence dans les gares et les trains. Et c'est au fil de l'écriture, finalement. C'est Annie Arnaud qui a dit il n'y a pas longtemps dans une émission que les choses existent à partir du moment où on les écrit. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais j'ai compris le sens. Enfin, en tout cas, dans le sens où, en fait, c'est en prenant du recul sur ce qu'on vit parfois qu'on mesure la portée de ce qui a été réalisé. Enfin, ce qui me plaît, c'est qu'on ne puisse pas classer, en fait, de manière dans la catégorie composite. Et il faudrait peut-être inventer un rayon composite. Du coup, d'ailleurs, finalement, c'est le lecteur qui sera le plus à même de classer ce qu'il lit à travers ce que lui-même, à travers ses sensibilités. Il y en a qui voient une épopée, il y en a qui vont dire bon, c'est très poétique, d'autres une forme de documentaire. Certains vont en sortir enthousiastes, d'autres vont y percevoir des petites vies brisées, mais c'est aussi par rapport à l'idée qu'on se fait parfois au départ du monde du travail. Moi, mon idée, c'est que c'est quelque chose de composite. C'est que j'ai une forme de pudding, j'y ai mis tout ce que j'aimais, et encore, non pas tout, parce que sinon le lecteur aurait peut-être fini par souffrir. Mais en fait, j'ai essayé d'y mettre ce que j'aime lire. Oui, il y a plusieurs catégories de métiers qui sont représentés. Bon, ça tourne principalement autour de ce qu'on appelait auparavant les barons du rail, les mécanos. Mais il y en a beaucoup de métiers qui sont oubliés parce que le narrateur lui-même vit dans une région de ce territoire et ne côtoie pas forcément d'autres régions comme les horaires,istes, les horaires,istes, les régulateurs et encore d'autres métiers dont il ignore même l'existence de ce qui lui permet à lui de tirer le train. Le conducteur de train est comme dans un poste d'observation où le paysage vient à lui et alors parfois il voit et parfois il ne voit pas parce qu'en fait vu qu'on est seul en cabine, on est aussi dans une introspection. Il y a les moments où en fonction des sentiments que l'on traverse où on va pouvoir admirer le paysage, et il y a d'autres moments où on verra rien du tout parce qu'on est aussi dans ses pensées, tout en observant bien sûr, mais il y a des automatismes qui se font aussi au fur et à mesure. Mais ce qui me plaisait, c'était que potentiellement tous ceux qui travaillent aussi dans d'autres domaines, dans d'autres milieux, puissent s'y retrouver à un moment ou à un autre, parce qu'il y a aussi plein de points communs.
le fait d'avoir des missions, des obligations, la subordination, les injonctions. La particularité du conducteur de train, c'est que son bureau est tout le temps mobile. Et du coup, c'est difficile pour la hiérarchie de le suivre en permanence. Mais c'est aussi des moments de solitude parce que les collègues, ils les côtoient brièvement. Il n'y a pas la pause café. Ou quand elle y est, il ne sait pas qui il va croiser. Et cette pause est rabotée, ainsi que toutes les discussions qui sont entamées. Et finalement, ces discussions, peut-être qu'il les termine tout seul en cabine de conduite. Il a le temps de ruminer, il a le temps de rêver. Mais par contre, il n'a pas la liberté de poser le stylo et de faire, de se poser quelques secondes, quelques minutes, si jamais la fatigue le prend à la gorge. Et c'est vrai que le narrateur découvre véritablement la fatigue avec un F majuscule avec ce métier. Quand elle arrive, il doit lutter contre. Et ça va durer que 5-10 minutes. Il peut pas arrêter son train et faire une annonce aux voyageurs, dire excusez-moi, là j'ai un gros coup de fatigue, on repart dans 10 minutes. Et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire. Mais il y a tellement de métiers où c'est le cas aussi. Et tout ça, il le découvre et le lecteur avec lui au fil des pages. Oui, le narrateur, au départ, c'est un passager comme un autre. Et pour qui le train est quelque chose est un simple moyen de transport, impersonnel, asexué, sans sentiment, insensible. Et c'est en pénétrant dans ce territoire que il découvre que finalement le train, c'est lui. Et lui-même trouve des je dirais presque qu'il trouve des questions à ses réponses, parce que parfois on se pose des questions en tant que passager, on a déjà les réponses sans se poser les questions, parce que par différents biais, notamment quand il y a une grève, on n'a pas envie en tant qu'usager, on a envie de nous apporter les réponses avant même qu'on se pose les questions sur les motifs de ce qui se passe, les raisons qui font qu'un groupe de travailleurs va faire l'impasse sur son salaire pendant un jour, parfois pendant plusieurs semaines. Et c'est pas anodin. Et lui-même, en fait, le narrateur, il le découvre au fil de ses aventures. C'est pas quelqu'un qui initialement qui a des convictions. Ces convictions vont se nourrir au fil de ses expériences. Forcément, cette question qui revient en boucle quand un conducteur accueille un usager en cabine, ou quand il y a un simple échange, c'est alors, est-ce que vous avez tué quelqu'un? Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on nous demande si on a tué des gens. Et en effet, les retards généralement sont expliqués de manière très concise. Un incident d'exploitation, par exemple. Donc c'est de l'arrière-cuisine qu'on voit un peu les ingrédients qui sont mis, la recette qui fait que pourquoi il y a tel retard existe, comment est perçu aussi un accident de personne, qu'il y a autant d'accidents de personnes que de vies humaines finalement. Mécano, conduire les trains est un très beau métier. C'est un métier utile en fait. Mais en fait, je pense que c'est un peu le problème de tous les métiers à l'heure actuelle, c'est le problème du salariat. C'est qu'on y passe beaucoup de temps au XXIe siècle, alors qu'on devrait se poser la question de travailler moins pour disposer de plus de temps pour faire d'autres choses. Par exemple, là, pour écrire, il a fallu que je gratte du temps ailleurs. Alors déjà, c'est du temps que j'aurais pu passer à m'occuper un peu plus de mon entourage, de mes proches. Et il a fallu que je le trouve, ce temps. Et si on avait tous plus de temps, parce qu'en fait on est très productif, on va pas se mentir, je parle pas en tant que conducteur de train, je pense que tous les travailleurs à l'heure actuelle travaillent de manière excessive, mais sont extrêmement productifs.
Et en fait, il faut le trouver ce temps pour faire d'autres choses. Et en fait, ce que j'ai constaté dans les chemins de fer, c'est toute cette intelligence qui pourrait s'exprimer de plein de manières différentes et qui ne dispose pas forcément du temps disponible, que ce soit le temps matériel, mais aussi le temps spirituel, enfin le temps, les dispositions pour se pencher sur un objet littéraire ou autre. Curieusement, la bête humaine n'est pas du tout un modèle. Je pense que d'une certaine manière, Émile Zola, et auparavant je disais Zola, a utilisé le chemin de fer plus comme un décor. Mais non, j'ai été ébloui longtemps par Dostoïevski, mais quelle influence Dostoïevski a eu sur ce récit, aucune idée. Il saura mieux que moi peut-être. Non, un des éléments déclencheurs, notamment sur la forme, ça a été Joseph Pontus à la ligne. Et même s'il a fallu ensuite que je sorte de ça pour trouver une forme qui soit plus proche du chemin de fer aussi, et du récit du narrateur, car c'est un héros qui conduit depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais sinon, oui, beaucoup de références cinématographiques. En fait, il y a des images qui viennent, que ce soit le western spaghetti, mais aussi un petit côté stalker de Tarkovsky, du Fellini, et j'en passe. Mais bon, là, c'est les exemples qui me viennent, mais je pourrais en sortir d'autres. Il y a aussi la musique, que ça va de la musique classique au rap, pour trouver du rythme. Il y a aussi Christophe Tarkos, qui, dans la manière d'écrire, c'est bien de mélanger gravité et burlesque. Enfin, ouais. Pareil, composite aussi dans tout, si possible.